Information, Recherche, Rétinite pigmentaire organise ses 37e rencontres nationales ici à Montpellier pour la première fois. 10e conférence, Luc Jean-Jean, médecin-chef CHU Nîmes. Le bilan 1330 Aramav, un nouveau questionnaire d'autonomie et de qualité de vie adapté aux patients déficients visuels. Merci infiniment Ariel pour l'invitation. Je suis le docteur Luc Jean-Jean, je suis médecin-chef de l'Institut Aramav, qui est une clinique de rééducation basse vision, et également chef de service du CHU de Nîmes en ophtalmologie. Et là, on va parler de pratique, en fait. Bon, il y a eu beaucoup de très très belles présentations de recherche fondamentale, et c'est vraiment très, très intéressant, et c'est vraiment un bel espoir pour le futur. Là, je vous parlais de la clinique Aramav, qui est une clinique de rééducation basse vision, et donc d'un nouveau bilan d'évaluation de qualité de vie du sujet malvoyant. Donc ça a été publié il y a une petite année là, dans le journal français d'ophtalmologie. Donc la clinique Aramav, on prend en charge les patients déficients visuels, quels qu'ils soient. On a 20 lits d'hospice complète et 8 lits d'hospitalisation de jour. On fait une rééducation multidisciplinaire, donc il y a les 3 O, ophtalmo, orthoptiste, opticien. On a des instructeurs en locomotion, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, une psychologue, etc. Et on fait une rééducation sur mesure, c'est-à-dire c'est vraiment adapté au déficit du patient et à ses objectifs. Donc en fait, on fait un mix entre une optimisation de la fonction visuelle résiduelle du patient et puis associé au développement des sens compensatoires. Donc on a plusieurs types de programmes qui sont adaptés en fonction du patient et on a de très bons résultats, mais bon, les patients sont très contents après la rééducation, mais on manquait d'un outil objectif d'optimisation et de voir est-ce que le patient est mieux après la rééducation qu'avant. Alors attendez, on va essayer de voir. Voilà. Donc l'Aramav a été créé en 89 sous l'impulsion du docteur Duperron. Donc au départ, on prenait de la rééducation, donc c'était uniquement pour la cécité totale. Et puis avec la DMLA, il y a un nouveau paradigme de rééducation, c'est-à-dire qu'on va utiliser la vision fonctionnelle. On fait un bilan très précis de la vision et on va optimiser au maximum les possibilités visuelles du patient, avec notamment la notion de point de suppléance, notamment pour les DMLA. Donc là, vous avez un fond d'œil normal. Là, vous avez un fond d'œil, logiquement, si ça veut passer... Je pense que la souris est un petit... Voilà, c'est ça. Un fond d'œil donc, de DMLA avec la destruction de la rétine centrale. Et en fait, on va apprendre au patient à regarder avec une autre zone, une zone plus fonctionnelle. Donc on prend en charge tous les types de déficiences visuelles, que ce soit les déficits globaux. En haut, vous avez une restriction du champ visuel périphérique, comme dans les rétines pigmentaires ou les glaucomes avancés. En bas à gauche, vous avez un champ visuel de DMLA. Et puis aussi, on prend en charge des patients post-AVC avec des hémianopsies latérales homonymes et des patients extrêmement handicapés. Donc nos thématiques spécifiques, c'est qu'on s'occupe de tout type de déficience visuelle. On a des patients Alzheimer visuels, qu'on appelle les syndromes de Benson, qui sont très très difficiles à rééduquer. On a rééduqué des patients avec les prothèses rétiniennes. On prend en charge les patients en situation de surdicécité, comme les syndromes de Usher ou les neurofibromateuses. On crée de nouveaux outils de rééducation basse vision. D'ailleurs, sur le programme de réalité virtuelle, on a le soutien de l'IRP, et encore merci pour ça. Donc on est en cours d'inclusion. Et on a créé surtout des bilans d'évaluation, parce que pour bien rééduquer, pour bien prendre en charge un patient déficient visuel, il faut l'avoir bien évalué. Donc on a notre propre bilan d'évaluation basse vision à Aramav, on a un bilan neurovisuel à l'Aramav également, et puis il nous fallait donc ce fameux bilan de qualité de vie pour voir la différence entre avant et après la rééducation. Donc le contexte, c'est qu'au début des années 2000, il n'y avait que 12 questionnaires de qualité de vie dédiés à la vision. Actuellement, on est à plus de 160, donc il y en a un qui est très utilisé en ophtalmologie, c'est le NEI-VFQ 25, qui est utilisé dans de très nombreuses études cliniques, mais qui n'est validé en français uniquement pour les personnes atteintes d'un glaucome. Pour les sujets malvoyants, il y a plusieurs types de questionnaires, mais il n'existait pas de questionnaire validé d'autonomie de qualité de vie en français, c'est ce qu'on a voulu développer. Donc la qualité de vie, c'est bien sûr très important, c'est la perception d'un individu de sa position dans la vie, dans le contexte culturel et le système de valeurs dans lequel il vit.
en relation avec ses buts, ses attentes et ses modèles. C'est-à-dire que l'autonomie n'est pas systématiquement reliée à la qualité de vie. Donc c'est ça qu'on va mesurer. Donc actuellement dans les études cliniques, on préconise d'utiliser des PROM, donc qui en fait une manière d'évaluer par le patient, d'évaluer sa santé. Donc l'idée c'est un point de vue. Je pense qu'il n'y a plus de batterie. On a le point de vue du patient, son propre point de vue sur sa santé. L'idée c'est qu'il faut un questionnaire qui explore plusieurs items, donc que ce soit les repas, les loisirs, et c'est de plus en plus utilisé au cours d'études cliniques. Et parfois c'est même le critère de jugement principal, parce qu'en fait, quand vous traitez un patient, vous pouvez avoir une absence de différence en termes d'épaisseur rétinienne ou d'acuité visuelle, mais des différences assez significatives en termes de qualité de vie. Donc c'est une thématique qui est assez importante, et donc il n'y avait pas de questionnaire adapté spécifiquement pour les patients déficients visuels. Donc on a deux parties. La première partie, c'est ce que le patient est capable de faire. Donc ça, c'est la partie autonomie. Donc vous voyez qu'on a 9 groupes d'activités de la vie quotidienne, les soins personnels, la prise de repas, la cuisine, la préparation des repas, les activités domestiques, les finances, la vie en société, vie pratique et déplacement extérieur. Et on va tester 73 items. Et en fait, on a pour chaque item le niveau de réalisation. C'est-à-dire, est-ce que le patient le réalise ou non. Et donc, ça va nous donner un score de réalisation, un score d'autonomie. La deuxième partie, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire, le patient fait ou ne fait pas l'activité et est-ce qu'il en est satisfait. Donc, vous voyez là, sur cet exemple-là, le patient le fait avec une aide et il est très insatisfait de la manière dont ça se fait. Donc, on voit qu'on a parfois une bonne corrélation entre l'autonomie et la qualité de vie, puis parfois, on a des décorrélations assez importantes. Donc pour la partie qualité de vie, on va avoir 67 items qui vont être testés selon une échelle de Likert à 5 états, c'est-à-dire de très peu satisfait à tout à fait satisfait. Donc les scores, du coup, on obtient facilement 2 scores qui sont en pourcentage par rapport au score global. Donc on peut avoir un score de 80% d'autonomie, 80% d'autonomie, 50% d'autonomie, 70% de qualité de vie. Donc ces variations de score dans le temps, c'est intéressant puisque ça nous permet de voir entre avant et après la prise en charge, est-ce qu'il y a une amélioration. Donc l'utilisation, nous, on s'en sert à la clinique pour déjà indiquer la rééducation, première chose, et voir les progrès du patient au fil du temps. Et l'avantage, c'est qu'on le fait passer également à distance par téléphone, donc on peut voir à 6 mois si la rééducation a permis de maintenir un certain degré de qualité de vie. Donc là, c'est notre application, où vous voyez, il y a tout simplement, il suffit de cliquer, et ça nous permet en fait, pour chaque item, de savoir si le niveau de réalisation est fait, donc sans aucune difficulté, ou avec une aide, et en fonction de la réalisation, est-ce que le patient est satisfait ou non. Et ça nous permet aussi de vraiment cibler la rééducation en fonction des critères qui nous sont indiqués par le patient. Et d'axer la rééducation sur, par exemple, les repas, si ça pose un problème en termes de qualité de vie. Et donc ça nous permet d'avoir ce type de résultat avec, ici c'est un résumé, voilà, là, savoir utiliser les couverts, y compris les couverts, etc. Et là, on a tout à fait le résumé du résultat du patient. Donc, on va voir une photo de l'état d'autonomie et de qualité du patient. Donc ici, on a un score global de 29%, qui va être du coup assez bas. Et ici, le bilan de satisfaction, qui nous permet de savoir où en est le patient avec sa vision et de savoir s'il a besoin d'une rééducation. Donc voici le score global, donc 29% d'autonomie, 3% de qualité de vie. Donc ça, c'était un exemple. Donc cette validation du 1330, ça vient pas de nulle part, c'est-à-dire qu'on a fait une étude clinique prospective à la RAMAV avec le soutien du CHU de Nîmes, et donc on a inclus tout type de patients déficients visuels, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'exclusion, il fallait que le patient ait une acuité visuelle inférieure à 5/10 ou une altération du champ visuel. Les critères d'exclusion, c'était bien sûr le refus du patient ou un MMS, donc c'est un score d'évaluation cognitif inférieur à 24. Et on a comparé notre bilan avec un bilan d'ergothérapeute qu'on avait et le bilan SF6 qui permet de comparer le bilan de qualité de vie. Donc on a inclus finalement 230 patients et là il y avait vraiment tout type de déficience visuelle. Les causes, nous avions des atteintes rétiniennes en majorité, puisqu'il y avait 137 patients qui avaient des atteintes rétiniennes, dont beaucoup de rétinopathie pigmentaire, nerfs optiques et voies visuelles, atteintes corticales, atteintes combinées, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la progression des scores. C'est-à-dire qu'entre avant et après la rééducation, on a une augmentation spectaculaire des scores d'autonomie qui passe de 58 en moyenne avant la rééducation à plus de 80
après la rééducation, et un score pareil de qualité de vie qui augmente, donc entre 41 avant la rééducation jusqu'à 77 après la rééducation. Donc c'est un test, on a testé aussi de se dire est-ce que c'est facile à refaire? Donc on a testé la reproductibilité entre un même examinateur à 2 jours différents ou alors avec des examinateurs différents, et on voit que en fait la même cause entraîne les mêmes effets, qu'on a les mêmes résultats même avec des examinateurs différents. On a une bonne sensibilité au changement, c'est-à-dire qu'on voit que le score change entre avant et après rééducation sur les 2 scores. On l'a bien validé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne cohérence interne des questions. Globalement, sur toutes les dimensions, on n'a pas des questions qui sont redondantes. Donc c'est quelque chose qui est assez bien sectorisé. Donc les conclusions sur ce bilan, c'est le premier questionnaire généraliste d'autonomie et de qualité de vie, donc sur les 2 items, spécifiquement dédié aux patients déficients visuels et qui est validé en français. Donc les multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on teste vraiment l'espace de vie du patient. Elle est fiable, cohérente et structurée. Alors pour l'instant, elle n'est validée que chez le sujet de plus de 18 ans. L'application mobile, là, va arriver dans les semaines qui viennent, elle est prête. L'idée, c'est que nous, on s'en sert depuis plusieurs années à la RAMAV pour décider, programmer une rééducation sur mesure et vraiment cibler certains items. Les utilisations potentielles, évidemment, pour l'instant, nous, on l'a testé pour voir l'impact d'une rééducation sur la qualité de vie du patient, mais bien sûr, ça peut permettre d'évaluer une nouvelle prise en charge thérapeutique, que ce soit médicale ou chirurgicale, et ça, ce sera précisé par des études cliniques prospectives ultérieures. Merci beaucoup. Des questions? Merci pour l'exposé. Une question, donc des centres pluridisciplinaires, c'est très important. Moi, j'en ai bénéficié à Lyon. J'ai appris avec ma voisine qu'il y en avait à Clermont, donc il y en a un peu partout en France. Est-ce que vous échangez entre vous? Est-ce qu'il y a des colloques réguliers pour partager les procédures, les outils comme celui-ci? Oui, alors on a des grands, dans l'année des grands rendez-vous. Oui, donc des grands rendez-vous. Donc il y a à la SFO le colloque de la RIBA, qui est l'associé en fait des professionnels de basse vision. On se retrouve au moins minimum 2 fois par an. Après, il y a des événements qui peuvent être exceptionnels. Donc effectivement, on interagit et on essaie de diffuser l'information, en fait, de partager notre expérience. Et là, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, et c'est une très bonne question, c'est qu'on va se fédérer. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces centres vont se fédérer. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a que 3 centres en France avec de l'hospice complète, parce que la plupart des centres font de l'hospice de jour. Donc il y a Sainte-Marie, il y a Saint-Gaudin et à Nîmes. Après, il y a pas mal de centres de prise en charge en hospice de jour. Et l'idée, c'est qu'en fait, tous ces centres, que ce soit hospice de jour ou hospice complète, effectivement, on va se fédérer pour être plus puissants, puisqu'il faut savoir que ces centres-là sont considérés comme SSR classique, parce qu'il n'y a pas de spécificité de SSR basse vision, et ça pose certains problèmes, parce que du coup on est soumis aux mêmes règles que des SSR classiques, avec la nécessité d'avoir des kinés sur place. Enfin, la réglementation est très très stricte, et l'idée c'est de porter la voix des SSR basse vision pour pouvoir avoir nos spécificités, parce qu'on a d'autres contraintes. On pourrait nous imposer, je dirais, des choses qui seraient plus utiles, par exemple qu'un kiné, même si ça peut être utile de manière ponctuelle, mais par exemple, il n'y a pas de SSR basse vision défini, mais ça, c'est en train de bouger, et c'est pour ça qu'on se fédère. Donc ça, c'est pour la question de la fédération des SSR basse vision, mais au-delà de ça, pour que l'information circule, effectivement, il y a ces 2 rendez-vous de la RIBA sur l'année, où tous les professionnels de la rééducation basse vision se réunissent et parlent de nos progrès, et ça nous permet d'échanger. Merci. Moi, je vous pose la question de savoir si votre questionnaire, qui est quand même très précis apparemment, ne pourrait pas être utilisé en complément de celui de l'étude Homer, pour affiner justement un peu la connaissance
Alors, c'est une très très bonne question, puisque l'étude Omer va être lancée en Languedoc-Roussillon. Et donc c'est porté... Oui, moi j'ai déjà répondu au questionnaire pour dans la région Rhône-Alpes, là on a déjà été concernés. Décidément, je suis propre avec ce micro. Oui, donc l'étude Omer va commencer en Languedoc-Roussillon. C'est des questions qu'on va se poser, c'est encore un peu préliminaire, puisque l'étude Omer donc, est lancée. Par contre, dans la question de la diffusion, c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est-à-dire que, logiquement, moi je vois ce questionnaire comme étant qui devrait être nécessaire pour l'évaluation de tout patient avec une déficience visuelle, prescrit par l'ophtalmo, réalisé par un orthoptiste ou un spécialiste de la basse vision, pour savoir où en est le patient, parce que moi j'ai eu le cas de patients qui venaient à la RAMAV, qui avaient une autonomie très basse, mais une qualité de vie qui était très haute, parce qu'ils ne le faisaient pas, mais finalement ça n'impactait pas sa qualité de vie, et inversement, des patients qui étaient très peu, avec une baisse de vision assez modérée finalement, et une qualité de vie qui était effondrée. Donc là, la diffusion du questionnaire, ça c'est tout l'enjeu, même au-delà de l'étude Omer, c'est-à-dire de vraiment faire quelque chose d'assez général. Dès qu'on a une baisse de vision, une déficience visuelle, bilan basse vision par l'orthoptiste et une évaluation avec le bilan autonomie qualité de vie pour savoir quel patient on rééduque, quel patient on rééduque en libéral, quel patient on met en institution SSR spécialisée, etc. Donc ça pourrait permettre aux ophtalmos d'avoir des guidelines sur savoir quoi faire avec un patient qui a une déficience visuelle. Oui. Bonjour, j'ai une question pour Oui. la RAMAV. Vous avez dit que vous avez à peu près plus de 70 thèmes sur lesquels vous intervenez. Est-ce que vous intervenez dans la formation professionnelle? Et j'aimerais bien être pointu sur cette question, c'est-à-dire, est-ce que vous faites la promotion pour promouvoir des non-voyants sur l'entrepreneuriat? Votre question, c'est de savoir si on a des actions pour promouvoir l'entrepreneuriat des déficients visuels ou non-voyants, c'est ça? Voilà. Alors, oui. L'entrepreneuriat. Oui, alors... Question, si vous permettez. Oui. Sur le sport, est-ce que vous avez des activités d'éducation physique, telles que les sports, surtout moi particulièrement je parle des arts martiaux, tels que l'aïkido, judo, il y a des sports de combat, enfin surtout les arts martiaux qui peuvent être pratiqués par des déficients visuels, et en connaissance de cause, ça porte beaucoup de stabilité et de confiance en soi pour les déficients visuels. Il y a deux questions très, très intéressantes. Bon, je vais répondre d'abord sur le sport. Donc oui, bien sûr, il y a du sport à la RAMAV. Bon, avec la crise sanitaire, ça a été très compliqué cette année. Globalement, il y a de l'escrime, de l'escalade, du tandem, on fait l'équithérapie également. Donc ça, effectivement, on aimerait encore le développer. La question, on en fait, c'est sûr, jamais assez, c'est évident. Mais ça, c'est une question qui, pour moi, est très intéressante. Bon, là, cette année, vraiment, ça a été vraiment extrêmement compliqué, comme vous pouvez l'imaginer. Sur l'entrepreneuriat, donc, l'idée, c'est l'idée, quand on prend quelqu'un à la RAMAV, c'est d'augmenter son autonomie, sa qualité de vie pour l'insertion dans la société. C'est surtout ça qui est très important pour nous. Mais donc ça, la rééducation sert à ça, c'est-à-dire que le patient arrive, il nous présente ses objectifs, et en fonction des objectifs, on met un programme sur mesure, sur savoir ce qu'il peut faire, et ce qu'il doit faire éventuellement pour arriver à ses objectifs. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, s'il y a une rééducation ou si le patient n'en a pas besoin parce qu'il a déjà été très, très bien rééduqué, on a une solution de labellisation. Et là, en ce moment, on a un entrepreneur qui lui n'est lui-même pas non-voyant, mais sa fille l'était. Il a développé effectivement une solution pour les sujets déficients visuels et qu'on accueille à la RAMAV pour le faire valider par nos patients et donner un label à RAMAV. Donc effectivement, il y a ce double côté, mais nous, on est surtout là pour réinsérer le patient, quel que soit son projet de vie. Voilà. Et donc l'entrepreneuriat, ça peut être aussi un objectif pour le patient. Oui, c'est plus une remarque qu'une question, mais vous compléterez ou vous corrigerez éventuellement. C'est extrêmement intéressant d'ajouter le cadre de vie et la qualité de vie à la problématique de l'autonomie ou du handicap en général.
Et il me semble que justement en France, on a une définition très médicale de tout ce qui est handicap ou définition de la cécité par exemple. Et l'OMS a une vision qui est beaucoup plus large et qui prend en compte les conséquences sur le cadre de vie et sur la vie de tous les jours de tout ce qui est problème de santé. Bah, c'est une remarque sur laquelle est basé tout notre travail. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que j'ai toujours en patient, c'est pas une acuité visuelle, c'est pas un champ visuel, mais c'est ce qu'il en fait, c'est les objectifs qu'il veut en faire. Et en fait, on voit que la même incapacité, le même handicap, je dirais, mesuré par l'ophtalmo, entraîne des situations totalement différentes au niveau psychologique, au niveau qualité de vie du patient. Donc c'est pour ça qu'un patient, c'est pas qu'une acuité, un champ visuel ou un OCT, et c'est pour ça que je pense que ces questionnaires, pour évaluer le patient dans sa globalité, est-ce qu'il est mieux entre avant et après une prise en charge? Ça, c'est fondamental. Et de toute façon, de plus en plus, dans les études cliniques, on voit que la question de la qualité de vie, c'est quelque chose de fondamental. Je dis toujours sur le traitement. Vous pouvez avoir un traitement par IVT. Si vous devez venir toutes les semaines à l'hôpital ou tous les mois, effectivement, vous allez avoir une rétine qui va être plutôt bien, une acuité bien, mais ça va avoir quand même un impact sur votre qualité de vie, plus que si vous venez tous les 4 mois. Donc, et ça, globalement, c'est ce genre de choses que peut mesurer un questionnaire de qualité de vie et d'autonomie. Donc, effectivement, la qualité de vie, pour moi, elle est, entre guillemets, pas assez utilisée. Alors, certains considèrent que c'est la science molle, effectivement, on n'est pas sur la thérapie génique, etc., mais ça peut servir à évaluer, justement, des thérapies géniques et de voir si, à efficacité sur... Voilà, j'y vois un petit peu mieux, tout à l'heure on a entendu, c'est un peu mieux, je suis mieux, je recommence à voir des choses. Est-ce que finalement, ça a un impact sur l'autonomie et sur la qualité de vie? C'est ça qui est fondamental, parce qu'on peut gagner 1/10, mais ne pas avoir d'impact phénomène sur la qualité de vie et l'autonomie, et on peut gagner quasiment être quasi stable et avoir un impact très important sur la qualité de vie. Donc c'est des marqueurs qui, à mon avis, doivent être associés aux études cliniques pour voir l'impact du patient, parce que ça représente en fait une prise en charge globale et pas que juste une piqûre dans l'œil. Une autre question concernant la locomotion. Oui. Est-ce que dans la locomotion vous utilisez pour développer ce qu'on appelle l'extrasensoriel? Si vous voulez dire l'écolocation par exemple? Entre autres. Oui, alors... Il y a aussi beaucoup de choses. Oui, alors ça, on a des instructeurs en locomotion qui sont assez exceptionnels, et justement, l'idée c'est de se servir des autres sens, des sens compensatoires, et nos instructeurs en locomotion, notamment, quand je suis arrivé à la RAMAV, moi, je suis passé par toutes les unités, et effectivement, c'est le genre de technique qui vont vous montrer. Donc, c'est quelque chose qui est assez impressionnant quand on le vit. Mais oui, la locomotion, il y a beaucoup de choses, c'est des techniques extrêmement complexes. Et effectivement, le système des masses, le système de l'écolocation de ce genre de système, c'est des choses qui peuvent aider. Alors, ça ne s'applique pas à tout le monde, évidemment. Globalement, nous, ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus performant au final, c'est vraiment la collaboration quand c'est possible avec les orthoptistes, parce que même quand on a une petite perception lumineuse, ben on peut prendre de l'information. Donc ça, il y aura une collaboration, et c'est pour ça qu'il y a des staffs communs entre les orthoptistes et les instructeurs en locomotion pour bien coordonner les deux corps de métier. On va avoir cette coordination qui va être vraiment importante, et également la prise d'infos sonores qui est tout à fait fondamentale. Et nous, dans nos travaux, et donc grâce à votre soutien, on travaille sur la réalité virtuelle et sur en fait le son spatialisé, c'est-à-dire que là on fait réaliser, donc il y a une rue en fait virtuelle qu'on fait traverser, et en fait on entend de manière stéréo la voiture qui arrive. Voilà, c'est quelque chose la prise d'infos sonore, et on voit que c'est des choses qui sont très importantes en locomotion. Donc oui, on travaille les autres sens, et c'est un travail qui est vraiment même pluridisciplinaire, c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup. Une dernière question. Donc là, vous parlez ici. Merci. Là, vous parlez de l'évaluation de la qualité de vie et de l'autonomie pour les personnes de plus de 18 ans. Oui. Qu'en est-il pour ceux qui ont moins de 18 ans et qui sont scolarisés et qui auraient besoin d'une aide pour savoir quels sont les outils qui leur permettraient de les améliorer au quotidien
au niveau de leur scolarité? À qui peuvent-ils s'adresser? Alors ça, c'est une très bonne question. L'idée principale, c'est que nous, on part de notre cohorte de patients, puisqu'on a testé chez plusieurs centaines de patients, mais à la RAMAV, on n'a que des patients adultes. Et l'idée, c'est de valider ces questionnaires également chez les moins de 18 ans. Mais pour l'instant, ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore validé. Donc on ne peut pas faire passer ce test chez les enfants. Donc on travaille, nous, la déficience visuelle avec le SAIS du côté de Nîmes, avec vraiment, c'est des prises en charge totalement, je dirais, autres que la RAMAV, puisque nous, on n'a vraiment que les patients adultes. Donc ce que j'essaye de faire effectivement, c'est de faire profiter de cette expérience les moins de 18 ans. Alors c'est compliqué de faire valider un questionnaire. Nous, le premier passage de questionnaire, c'est 2007. Il a fallu inclure près de 250 patients, retenir 230, donc c'est quand même c'est une inertie. On parle de l'inertie de la recherche, mais même pour de la recherche sur le questionnaire qualité de vie, c'est aussi très très long. Donc l'idée, effectivement, c'est de profiter de ça. Et inversement, on a des questionnaires chez l'enfant que je veux valider chez les patients adultes de la RAMAV, notamment sur les troubles neurovisuels. Et donc ça, il y a déjà des questionnaires d'évaluation de la vision chez l'enfant, mais qui ne sont pas validés chez l'adulte. Donc ça va dans les deux sens. C'est pas facile. C'est pas facile parce que vraiment la recherche, elle est comme ça, c'est que c'est validé. Et pour le faire valider sur un âge qui n'est pas fait pour le questionnaire, c'est pas simple. Voilà. Donc en tout cas, pour l'évaluation des enfants, on a des orthoptistes qui sont extrêmement spécialisés, qui peuvent faire cette évaluation-là. Et encore une fois, c'est du pluridisciplinaire pour des enfants très handicapés, effectivement. Donc nous avons des structures, comme encore une fois le SAIS sur Nîmes, qui fait l'évaluation en partenariat avec le CHU, où en fait on va avoir l'évaluation clinique et l'adressage au SAIS si besoin. C'est pas une question, là c'est juste finalement, il est temps maintenant de clôturer ce congrès. Alors pour cela, nous allons accueillir Madame Émilie Cabello, je crois qu'elle est là depuis un petit moment déjà, élue donc de la ville de Montpellier en charge de l'accessibilité universelle. C'est donc vous, Émilie, qui donnerez le mot de la fin. Juste avant de vous laisser le micro quand même, je souhaite remercier chaleureusement l'ensemble de tous les intervenants que vous avez pu écouter aujourd'hui. Je crois que tous ces chercheurs finalement sont excellents de par leurs compétences, mais également de par leur humilité, je dirais, et la façon qu'ils ont de s'adresser à nous, avec une façon finalement qui nous est totalement accessible, et ça c'est important. Et voilà, moi je voulais vous dire un grand merci, et puis je crois que je voulais juste dire merci aussi à la ville de Montpellier pour nous avoir accueillis aussi agréablement dans cette belle salle.